Pierre-Yves Bournazel, bonjour. Bonjour Christophe Barbier. Vous êtes député de Paris, du côté de Montmartre. Ça pas la peine d'aller en Espagne pour être heureux. Édouard Philippe crée son parti. Vous partez tout à l'heure vous-même pour Le Havre pour ce lancement. Quel sera le nom de ce parti d'ailleurs, on le connaît? C'est à Édouard Philippe de nous le dire. En tout cas, c'est une nouvelle offre politique qui se veut positive et de rassemblement dans la majorité présidentielle pour l'enraciner dans les territoires et aussi pour l'élargir et cultiver cette nouvelle étape du dépassement qui sera bien utile avec et pour Emmanuel Macron. Alors l'enraciner, je comprends bien le but de cette formation, c'est de réussir ce que La République En Marche a raté. La République En Marche n'a pas d'élus locaux, elle a du mal avec le contact avec le terrain. L'Édouard Philippe bat-il l'outil qui va remplacer ça? Non, je ne vois pas les choses de cette façon, je les vois de manière très positive. Je pense qu'il y a des complémentarités nécessaires, parce qu'aujourd'hui, la recomposition politique, elle est encore devant nous. Emmanuel Macron a eu le courage d'additionner les talents en 2017, venus de la gauche et de la droite, pour les mettre ensemble au service du pays, pour servir l'intérêt général. Et c'est ce que nous voulons poursuivre et amplifier avec la démarche d'Édouard Philippe, qui est un homme d'État. Il a été Premier ministre pendant 3 ans, il a réformé sous l'autorité du président de la République Emmanuel Macron. Je voudrais rappeler quand même que la réforme des régimes spéciaux de la SNCF, c'est son gouvernement. La réforme de l'école pour le dédoublement des classes, notamment je vois dans le 18e arrondissement, donner plus aux enfants qui ont des parts moins de capital social et culturel, c'est son gouvernement, sous l'autorité d'Emmanuel Macron. La réforme du travail, la réforme de l'apprentissage. La réforme ratée des retraites, c'est son gouvernement, c'est pas l'âge raté. pivot. C'est l'âge pivot qui avait tout enflammé, qui l'a c'est- empêché de conclure. C'est pas une réforme ratée, c'est une réforme qui va se faire. Il y a eu, ça ne vous a pas échappé, la crise du Covid qui a mis entre parenthèses un certain nombre de réformes. Donc je pense que nous allons poursuivre avec Édouard Philippe cet enracinement de la majorité présidentielle dans les territoires, avec beaucoup d'élus locaux, beaucoup de citoyens venus d'horizons différents qui vont nous rejoindre et qui seront là au Havre, et clairement engagés pour le président de la République jusqu'à la fin du quinquennat et pour la réélection d'Emmanuel Macron, parce que dans le monde qui vient, il faut bien que les idées humanistes, modérées, rationnelles, sociales et libérales soient entendues, car il n'y a pas de fatalité à ce que d'un côté ce soit Zemmour ou de l'autre côté une gauche radicale. Il y a la place, je pense, dans notre pays pour une force solide et centrale. Cette nouvelle formation, est-ce qu'elle engendrera un nouveau groupe parlementaire à l'Assemblée nationale? Vous êtes député. Nous sommes en 2021. Nous avons beaucoup à faire pour le pays. On a à se retrousser les manches et avec Édouard Philippe, on va y participer, travailler à faire émerger des idées. Vous avez lu l'interview dans le Challenge avec des propositions sur les retraites, sur la dette. Nous allons continuer avec Édouard Philippe à porter des idées pour le On va en petit, parler. mais chaque chose en son temps. Voilà, aider le président de la République à réussir la fin de son quinquennat et l'aider à se présenter à l'élection présidentielle et l'aider à être élu. Et l'aider à avoir derrière une majorité aux législatives. Bien Il y sûr. aura un grand temps entre la présidentielle et les législatives. Il faudra construire une autre majorité. Il n'y aura peut-être pas une vague macroniste comme la dernière fois. Si les Français font confiance de nouveau à Emmanuel Macron, et s'il devait d'abord être candidat, car c'est à lui de le dire, il faudra évidemment une nouvelle majorité pour le pays. Et l'ADN du président de la République, c'est le dépassement. Et nous voulons œuvrer à cette nouvelle étape du dépassement en élargissant encore une fois la majorité présidentielle. Je vous donne un exemple. Les Républicains ont perdu leur boussole républicaine. Quand un vice-président des Républicains dit qu'il existe une épuration ethnique en France, Faites allusion à Gilles Platré. eh bien, je pense que ce n'est plus républicain. Quand M. Ciotti dit qu'il préfère voter Éric Zemmour qu'Emmanuel Macron, ce n'est plus avoir une boussole républicaine. Donc Et bienvenue aux Républicains, comme Christian Estrosi et d'autres, qui pourraient franchir le pas une à des échelle. républicains qui sont des élus locaux, qui sont des faiseux, qui savent bien que c'est pas dans l'idéologie, pas dans la radicalité, dans le jusqu'au boutisme qu'on construit des politiques pour l'avenir du pays, mais qui savent très bien que les idées d'une droite éclairée, ouverte, humaniste, européenne, c'est nous qui la portons, cette droite, dans la majorité présidentielle avec Édouard Philippe. Est-ce qu'il y a une autre idée dans cette formation qui se lance aujourd'hui? C'est de construire un plan B au cas où Emmanuel Macron ne veuille pas ou ne puisse pas être candidat à un second mandat. Édouard Philippe se prépare avec le suppléant. Non, il n'y a aucune ambiguïté. Nous soutenons Emmanuel Macron, nous souhaitons sa candidature, nous pensons qu'il est un bon président de la République et qui ne souffre pas de la comparaison, et nous allons l'aider et l'accompagner dans les mois qui viennent pour sa réélection qui me paraît très nécessaire pour l'avenir du pays. Alors vous avez un parti, vous êtes dans un parti, le parti Agir. Vous allez le dissoudre dans cette formation, comment ça va marcher? Avec Franck Riester et beaucoup d'autres collègues, Agnès Firmin-Lebaudot, Fabienne Keller, Olivier Belch et tant d'autres, nous avons
construit ce mouvement en 2017. Pourquoi ? Parce que nous estimions déjà que la ligne des LR, notamment la ligne de Laurent Wauquiez, était une ligne identitaire qui courait plus derrière Marine Le Pen qu'autre chose. Et on ne pouvait pas s'y reconnaître. Moi, j'étais un des porte-parole d'Alain Juppé pendant la campagne des primaires. Et cette droite humaniste dont je parle depuis le départ, ouverte et éclairée, ne pouvait pas se retrouver sur cette ligne. Et nous avons décidé d'aider Emmanuel Macron. Parce qu'Emmanuel Macron a eu le courage, oui, le courage de dépasser les clivages politiques stériles et de rassembler des compétences, de mettre au pot commun tous les talents au service du pays. Et ça nous a parlé et nous l'avons aidé. Et maintenant ? Eh bien maintenant, agir avec Franck Riester. Nous serons au Havre, et moi je pars tout à l'heure avec ma petite valise au Havre pour travailler avec Édouard Philippe, car les choses convergent autour de lui. C'est un homme d'État, les hommes d'État, ils ne courent pas les rues. Et quand on rencontre Édouard Philippe, on le suit. Donc ça sera un peu comme une nouvelle UDF, chacun a sa boutique, mais on travaille tous ensemble. L'UDF, que je respecte profondément, c'est le passé. On regarde l'avenir et on construit une nouvelle offre politique. Alors vous le disiez, Édouard Philippe veut réformer la retraite. Il a évoqué la retraite à 67 ans. Vous êtes partisan d'un régime aussi rude ? Il faut dire ça aux Français ? C'est pas un régime rude. Édouard Philippe, c'est un homme d'État. Donc il ne dit pas ce que les Français voudraient entendre, mais ce qu'il croit bon pour l'avenir de son pays. C'est peut-être ça la différence entre un homme d'État et un homme politique. C'est-à-dire qu'il faut réformer nos retraites, si nous voulons les financer et maintenir justement cette justice sociale, c'est-à-dire le système par répartition. Et donc, il a le courage de mettre des idées sur la table, et je pense qu'elles font déjà débat, parce que chacun perçoit bien que si demain il veut sa retraite financée, il va falloir travailler plus. C'est un vrai problème aussi que d'avoir toujours un regard comptable. On a l'impression que sur la dette, il se comporte en juppéiste plus qu'en macroniste. Il faut réformer nos retraites pour sauver le système. Mais ce n'est pas la retraite pour tout le monde. Ça dépend de la manière dont on aura travaillé et les métiers, bien sûr. Il faut tenir compte de la pénibilité d'un certain nombre de métiers. Mais de manière générale, il va falloir travailler plus longtemps parce qu'on rentre de manière générale plus tard sur le marché du travail et on vieillit plus longtemps. Il va bien falloir financer aussi la dépendance et l'autonomie le plus longtemps possible. Donc, il faut bien trouver des ressources de financement et nous avons soutenu le « quoi qu'il en coûte ». Le quoi qu'il en coûte, c'est une décision du président de la République, portée par ses gouvernements successifs. C'est une bonne politique qui a protégé les Français, l'emploi, nos entreprises. Et demain, dans la reprise de l'activité économique qui est là, avec la croissance, il va falloir poursuivre et amplifier des réformes. Et c'est bien l'objet du deuxième quinquennat que nous souhaitons autour d'Emmanuel Macron. L'ascension d'Éric Zemmour, qui déboussole les Républicains, elle donne aussi un signe sur la société. Est-ce qu'Édouard Philippe, est-ce que cette nouvelle formation parlera aussi de ces problèmes, immigration, identité ? Bien sûr, nous allons parler des sujets régaliens, mais nous allons en parler avec une boussole républicaine, en respectant l'état de droit et les fondamentaux démocratiques. Lorsque j'entends des candidats dits de partis du gouvernement, je ne veux pas les citer, mais qui sont LR ou proches d'LR, courir après les idées d'Éric Zemmour et de Marine Le Pen, je pense que ça ne fonctionne plus. Nous pouvons parler d'immigration, de sécurité, qui sont des vrais sujets, mais nous devons en parler de manière républicaine. C'est-à-dire que nous devons trouver des solutions dans le cadre de l'état de droit. L'immigration, qu'est-ce que c'est que l'immigration ? C'est une possibilité d'accueillir sur notre territoire des hommes et des femmes, soit qui bénéficient du droit d'asile parce qu'ils sont persécutés dans leur pays, et c'est bien normal, nous sommes la patrie des droits de l'homme et nous devons l'assumer. Et puis après, nous devons pouvoir discuter de l'accueil, notamment de l'immigration économique, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un débouché, est-ce qu'il y a de l'emploi. Et la question fondamentale, c'est comment celles et ceux qui viennent sur notre territoire adhèrent à nos principes républicains et font notre culture et notre manière de vivre. Et cela, ce n'est ni l'assimilation ni l'intégration, car les deux sont à bout de souffle. L'assimilation, ça ne veut rien dire. On n'assimile pas comme ça. C'est-à-dire que chacun ça a marché pendant des siècles. Oui, mais chacun a son histoire, son parcours, et c'est tout à fait respectable. Et il ne s'agit pas de nier son identité et son origine. Ça n'a pas de sens. Et l'intégration ne fonctionne plus parce qu'aujourd'hui, il faut profondément, comme on a commencé à le faire, à réformer l'école, l'éducation, et il faut aussi faire adhérer à notre projet ceux qui viennent sur notre territoire. Je pense que ça passe par la langue. La langue, c'est notre patrie. C'est un patrimoine extraordinaire. Et il faut aussi, derrière la langue, véhiculer nos principes républicains. La liberté, l'égalité, la fraternité, la laïcité, comment on vit ensemble, comment on accepte que chacun ait ses convictions, religieuses ou non, peut être juif, musulman, catholique, athée, agnostique.
L'essentiel, c'est de reconnaître qu'au-dessus de nos convictions philosophiques ou religieuses, il y a la loi de la République et que chacun doit respecter partout la loi de République à tout moment sur l'ensemble du territoire national. Vous êtes élu parisien, Anne Hidalgo, maire de Paris, est aussi dans la campagne présidentielle. Elle ne décolle pas dans les sondages. Pourquoi, selon vous? Oh, écoutez, je ne vais pas faire de commentaires sur les sondages de Madame Hidalgo. D'abord, on est à 7 mois de l'élection présidentielle. Elle a raison donc, d'être patiente, quoi. il faut savoir être patient, il faut savoir construire. Moi, je ne la sous-estime pas. Je vois bien les difficultés aujourd'hui de la gauche en général, parce qu'elle est d'abord, semble-t-il, un peu éparpillée avec plusieurs candidatures. Et puis surtout, il faut qu'elle nous dise où elle veut emmener le pays. Mais c'est parce qu'elle est de gauche qu'elle a du mal ou parce qu'elle est maire de Paris et que la France n'a pas envie de vivre comme on vit à Paris? Écoutez, moi je suis dans l'opposition municipale de Madame Hidalgo, donc je ne suis pas objectif, mais je suis dans une opposition constructive. Je ne la sous-estime pas parce que j'ai bien compris que beaucoup l'avaient enterrée en 2018 et 2019 pour la mairie de Paris, et elle a été réélue. Donc attention et beaucoup de prudence. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir quel est son projet de société, quelles sont ses idées. Et la première idée qu'elle a portée, qui est le doublement des salaires des enseignants sur une mandature, me paraît pas finançable. En revanche, l'idée de revaloriser le métier d'enseignant me paraît une bonne idée. C'est ce que nous avons commencé à faire avec Jean-Michel Blanquer. Nous avons revalorisé d'ailleurs les carrières d'enseignants, notamment sur le plan financier. Nous venons de voter à l'Assemblée nationale un texte pour revaloriser le métier de directrice et de directeur d'école, en leur confiant une autorité fonctionnelle. On leur a fait une prime de 450 €. Donc l'idée est bonne, mais il faut qu'elle soit réaliste et finançable. Or, aujourd'hui, j'ai l'impression que parce qu'on veut concurrencer Emmanuel Macron, parce qu'on trouve qu'au fond, à gauche et à droite, qu'il a fait plutôt des bonnes choses, mais qu'on veut dire qu'au fond, c'est pas si bien parce qu'on veut prendre sa place, on est dans la surenchère. Et je pense que c'est pas comme ça qu'on convainc les Français. Est-ce que ce nouveau parti autour d'Édouard Philippe prônera l'augmentation des salaires et l'augmentation du pouvoir d'achat? Mais c'est une question, parce qu'aujourd'hui, on est dans une reprise de l'activité économique. Et l'emploi, d'ailleurs, repart plus vite que l'activité, notent les économistes. Alors, il y a un sujet de productivité, probablement, mais il va falloir être vigilant parce qu'il y a un risque, on le voit, d'inflation et qu'il faut maîtriser et juguler. Le gouvernement a pris des dispositions sur l'énergie, et notamment par l'augmentation de 100 € de plus pour les plus précaires du chèque énergie, par le bouclier aussi jusqu'au printemps pour l'augmentation des prix, notamment du gaz. Et il va falloir travailler aussi, comme on l'a fait dans ce quinquennat avec Emmanuel Macron, à récompenser davantage le travail. Ça a été fait notamment par la baisse des cotisations sociales, la revalorisation du travail, du mérite. Ça me paraît vraiment important. Ceux qui travaillent doivent pouvoir vivre de leur revenu du travail. Une dernière question. Gérald Darmanin rappelle que le secret de la confession n'est pas au-dessus des lois de la République. Est-ce qu'il doit durcir le ton avec l'épiscopat? Je ne sais pas s'il doit dire sur le ton avec l'épiscopat. En tout cas, il a raison de dire que les lois de la République s'appliquent pour tout le monde. Et le rapport Sauvé, qui est un rapport qui nous touche tous, est un rapport qui vise juste. Quand il y a des problèmes, il faut en parler, il faut les régler, car le droit de l'enfant est prioritaire. Surtout, sa protection, son intégrité physique doit être une priorité absolue. Pierre-Yves Bournazel, merci. Merci. Bon voyage au Merci. Havre. Merci.